Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Afrique Midi. Bienvenue, les titres. En Égypte, pas de nouveau procès dans l'immédiat pour Hosni Moubarak. Il devait comparaître pour complicité dans le meurtre de manifestations en 2011. Peu après l'arrivée de l'accusé au tribunal, le juge du procès s'est déchargé de l'affaire. Il fait appel à une autre juridiction. Lutte contre le tabagisme en Côte d'Ivoire. Le gouvernement se prépare à la mise en application du décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun. Et nous ouvrons cette édition avec le Mali, avec la mort de 5 militaires maliens hier dans l'accident d'un hélicoptère de l'armée dans le centre du pays à la suite d'une défaillance technique. L'hélicoptère en partance pour le nord a en partie pris feu, selon une source militaire africaine, l'a-t-on appris. En Égypte, le nouveau procès d'Hosni Moubarak s'est ouvert tout à l'heure au tribunal du Caire, mais il a vite tourné court, puisque le président du tribunal s'est récusé à l'ouverture de cette première audience. Il a tout de suite renvoyé le dossier devant une cour d'appel qui devra choisir un nouveau tribunal. L'élection présidentielle a lieu demain au Venezuela. L'homme qui va prendre la succession d'Hugo Chavez, décédé le 5 mars dernier, est sans doute Nicolás Maduro, donné grand favori. Enrique Capriles, leader de l'opposition, quant à lui, veut tourner la page des années Chavez. Tout est prêt pour l'élection de ce dimanche au Venezuela. Les machines de vote électroniques ont été distribuées dans les 13 000 bureaux. Cette machine dispose d'un écran tactile sur lequel les électeurs choisissent leur candidat en appuyant sur sa photo. Le Venezuela va choisir le successeur d'Hugo Chavez, décédé le mois dernier après avoir passé 14 ans à la tête du pays. L'opposition a resserré les rangs derrière Enrique Capriles, soutenant ses promesses de combattre la corruption et de redynamiser l'économie. Mais il reste largement distancé dans les sondages par l'actuel président Nicolás Maduro. Le dauphin désigné de Chavez promet de continuer la révolution socialiste de son prédécesseur. Son vocabulaire envers son opposant a souvent frisé l'insulte. Il l'a également accusé de vouloir saboter l'élection. Ce vendredi, les autorités affirment avoir capturé des mercenaires colombiens en possession d'explosifs. Nous venons de déjouer un plan qui aurait perturbé le processus électoral ou l'après-élection. Sous l'ère Chavez, les électeurs vénézuéliens se sont familiarisés avec cette rhétorique et les rumeurs de conspiration. Selon certains analystes, c'était un moyen de détourner l'attention des problèmes économiques comme l'inflation galopante et les 30% de la population qui vivent encore dans la pauvreté. Certains sondages montrent que l'écart se resserre, mais Maduro semble toutefois en route vers une victoire confortable. La Chine priait de calmer la Corée du Nord, tel est le sens de la visite de John Kerry. Le secrétaire d'État américain est arrivé à Pékin après une étape à Séoul. John Kerry veut que le principal allié de Pyongyang hausse le ton. Washington reste préoccupé par les provocations de la Corée du Nord. Cette tournée en Asie était prévue de longue date, mais John Kerry ne savait pas qu'elle se passerait dans un contexte aussi tendu. La Corée du Nord continue de défier la communauté internationale avec la menace d'un missile nucléaire. Le secrétaire d'État américain a plus que jamais besoin de la Chine pour calmer la situation. Depuis Séoul, il a envoyé son message à Pékin. La Chine a la capacité de faire la différence dans ce dossier. Et j'espère que nos échanges pourront mener à relâcher les tensions lors de ma visite ce samedi. La Chine, alliée historique de la Corée du Nord, n'a pas encore ouvertement condamné l'attitude belliqueuse de Pyongyang. Elle a toutefois appelé Kim Jong-un à la retenue, un conseil que le dirigeant nord-coréen n'a pas suivi. Un rapport des renseignements américains indique que l'armement nucléaire nord-coréen s'est étoffé mais qu'il manque de fiabilité. Dans l'éventualité d'une attaque, John Kerry a précisé les intentions du président américain Barack Obama. Il m'a simplement dit « je ne bluffe pas ».
Et je pense que ceux qui l'ont vu tenir ses promesses le savent. S'il a des informations qui l'obligent à agir, il n'hésitera pas à faire le nécessaire, même si ça implique de traverser la frontière d'un pays. John Kerry aura fort à faire pour calmer les inquiétudes. La Corée du Nord prépare les festivités de ce lundi pour le 101e anniversaire du fondateur de la nation, Kim Il-sung. Certains analystes suggèrent que le jeune leader nord-coréen pourrait utiliser cet événement patriotique pour lancer un missile d'essai. Lutte contre le tabagisme en Côte d'Ivoire. En octobre 2012, le gouvernement ivoirien a pris un décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun. Et c'est dans le cadre de la mise en application de ce décret que le ministre de la Santé vient de procéder au lancement de la campagne de sensibilisation et d'information sur cette nouvelle mesure. À la gare routière de Saint-Jean, ce chauffeur de taxi s'apprête à charger des passagers. Il fume tranquillement sa cigarette malgré l'interdiction de la loi. J'espère informer qu'on n'a pas pu fumer, soit dans les voitures, dans les véhicules, ou bien soit c'est pas dans un lieu un peu encadré. Comme lui, de nombreux Ivoiriens ignorent que le décret du 10 octobre 2012 interdit le tabac dans les lieux publics et dans les transports en commun. Or, le tabac tue chaque année 5000 Ivoiriens, dont 500 non-fumeurs. Ces derniers ont simplement été exposés à la fumée de la cigarette. Alors, pour que chacun soit conscient des risques, le gouvernement lance une campagne de sensibilisation. Cette activité se fera essentiellement avec l'appui des médias, avec bien sûr l'appui des responsables des établissements secondaires, mais également avec l'appui des transporteurs, avec l'appui des ONG. Je lance un appel à tous pour le respect de cette décision gouvernementale. Cette action de sensibilisation va durer jusqu'au début du mois de juin. Ensuite, un fumeur pris en flagrant délit pourra payer entre 15 et 100 000 francs d'amende. Au Burkina Faso, les acteurs de lutte contre la dracunculose se félicitent des résultats de leurs actions. La maladie régresse, l'espoir est permis quant à son éradication. La rencontre bilan à Ouagadougou a réuni de nombreux acteurs venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Voyons cela avec dans ce reportage de nos confrères de la télévision burkinabé. C'est une rencontre annuelle organisée dans le cadre de la revue des programmes nationaux d'éradication de la dracunculose ou maladie due au ver de Guinée. Encore appelée maladie du grenier vide du fait qu'elle empêche les personnes atteintes de travailler, la dracunculose connaît aujourd'hui une évolution considérable en termes de régression, soit un taux de 99,9%. Cette réunion des acteurs engagés dans la lutte contre la maladie a pour objectif de faire l'état des lieux et de faire le bilan des systèmes de surveillance et de riposte. La rencontre a également permis d'examiner la mise en œuvre des recommandations de l'année 2012 ainsi que le programme des activités pour 2013. On est vraiment dans une phase très importante parce que cette maladie est une maladie qui peut être éradiquée. Ça veut dire qu'il peut disparaître de notre monde. Et c'est vraiment dans cet effort-là que nous avons réuni les derniers pays qui en ont encore avec les autres pays qui n'en ont plus mais qui doivent continuer les efforts pour travailler ensemble et voir comment renforcer ce que nous faisons, comment innover et comment pousser tous les pays à effectivement arriver à ce but final qui est de l'éradication de cette maladie. Une maladie qui, selon les statistiques, vit ces dernières heures. Seulement 4 pays des 16 de la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé, déclarés endémiques en 1991, restent encore des défis à relever. Et cela passe par un changement de comportement des populations. Il faut presque qu'on devienne des détectives et qu'on suit chaque ver individuellement pour savoir où a été la transmission, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on a réussi à contenir ce ver ou ce cas. Et est-ce qu'on a pris les mesures nécessaires si on n'a pas pu le contenir pour éviter que d'autres personnes s'infectent. De plus de 800 000 cas en 1989, le ver de Guinée est passé à environ 500 cas en 2012 et selon les espérances des acteurs, il y a des chances que la maladie soit enrayée de la terre au cours des 3 prochaines années.
En Guinée, cela fait un an que les ouvriers de l'usine d'alumine Frigia attendent leur salaire. Le propriétaire russe du fleuron de l'industrie a mis la clé sous le paillasson sans la moindre perspective, ni pour les salariés, ni pour les habitants de Frigia qui vivaient du métal blanc. Rusal Frigia était le fleuron de la Guinée, la première usine d'alumine construite en Afrique. Mais il y a un an, le propriétaire russe a fermé le site après une grève pour de meilleures conditions de travail. Depuis, les ouvriers ne sont plus payés et l'État fait la sourde oreille. Ulcérés, les ouvriers ont barricadé les administrations de cette ville minière. Une délégation ministérielle est alors venue demander leurs revendications aux manifestants, ravivant leur colère au lieu de l'apaiser. Cette délégation se réveille après un an de sommeil ou quoi? Nous sommes brimés, nous ne savons plus quoi faire. C'est pour ça que nous, nos femmes, nos enfants, nous sommes prêts à mourir pour nos droits. La ministre de la fonction publique a dû alors se réfugier dans les locaux de la préfecture de Frigia pour échapper à la colère de la foule. Reprise de la discussion à l'abri avec les syndicats, quelques heures après, une proposition est faite. Il nous demande de faire tout pour que l'administration continue à travailler, de garder le calme en ville et la quiétude. En contrepartie, ils disent dans 3 semaines, ils vont payer les arriérés de salaire. Ça doit être fait par le partenaire. Réponse des ouvriers, un refus catégorique. On est là pour 3 semaines, jusqu'à l'argent. En attendant l'argent des salaires, l'occupation des administrations se poursuit donc à Frigia. Ici, la situation sanitaire se dégrade de mois en mois. L'usine fournissait aussi à la ville le courant et l'eau potable. Depuis sa fermeture, tout est coupé. Mais selon la ministre de la fonction publique, les discussions doivent reprendre ces jours-ci avec les Russes. Ils pourraient rouvrir l'usine en échange de l'exploitation d'une nouvelle mine en Guinée. On part cette fois-ci au Kenya, dans la vallée du Rift, dans le village de Naivasha. L'ONU a installé un four collectif dans cette zone. Il est alimenté par des combustions de déchets, ce qui permet aux habitants de ce village de réaliser ainsi des économies en même temps qu'ils agissent en faveur de l'environnement. L'expérience attire désormais l'attention de nombreux pays. Tous les matins, Dorcas utilise ce grand four collectif pour préparer les repas pour toute sa famille. Rien d'inhabituel, mais cette cuisinière en plein air est alimentée par la combustion de déchets. Des déchets récupérés notamment dans des fermes autour de ce village de la vallée du Rift, au Kenya. Une sacrée économie. Avant, j'achetais du charbon de bois et ça me coûtait cher. Maintenant, je fais des économies car je n'ai plus besoin d'acheter de charbon. Dorcas affirme que la cuisson est plus rapide et que ses plats sont meilleurs que quand elle les prépare à la maison, où sa cuisine finit toujours par être remplie d'une épaisse fumée. Le village, lui, est plus propre et écolo, selon les responsables du projet. Les gens vont abattre moins d'arbres. Ils vont utiliser ce four plutôt que d'utiliser du charbon de bois. L'idée de ce four est simple et pourtant sa conception a été complexe. Il a fallu plusieurs années à l'architecte Jim Archer pour réussir à faire en sorte que sa température soit suffisamment élevée pour cuisiner. La fondation derrière ce projet financé par l'ONU espère maintenant en construire ailleurs. On a reçu des demandes du monde entier, de Bali, des Conway en Grande-Bretagne, du Nigeria. On espère pouvoir reproduire cette idée dans plein d'endroits autant que possible. Certaines matières comme le caoutchouc produisent des fumées trop toxiques pour alimenter ce four. Mais sinon, même les sacs en plastique si difficiles à recycler servent ici de combustible. Et on se quitte en sport avec cette arrivée au Maroc du marathon des sables. Et c'est le Marocain Mohamed Ahanzal qui remporte l'épreuve pour la 5e fois. Un exploit qu'il réalise avec panache. Et chez les dames, c'est l'Américaine Megan Hikes qui s'impose après l'abandon de la Française Laurence Klein. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez à notre compagnie. À bientôt.